Les podcasts du Figaro. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Mon général, le message, la deuxième partie. Les sanglots longs des violons de l'automne. Nous pouvons encore les repousser en 3 jours. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Le général de Gaulle salue Paris et le remercie. Paris outragé, Paris brisé, mais Paris libéré. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré au débarquement. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion des 80 ans du débarquement des troupes alliées en Normandie, nous nous attardons sur 10 moments clés qui ont rythmé le succès de cette opération militaire historique. Dans ce 3e et dernier volet, nous serons en Ardèche où le maréchal Pétain apprend le débarquement. Nous nous rendrons ensuite à La Roche-Guyon où Rommel tente de contrer les attaques des troupes alliées et nous retrouverons celle-ci pour la lutte finale et la libération de Paris. « 6 juin, midi. Vue de Vichy. C'est en Ardèche, dans la maison de campagne d'un industriel, que le maréchal apprend le débarquement. Pierre Laval, chef du gouvernement, lui a téléphoné pour lui demander de regagner Vichy. Mais le maréchal ne renonce pas à son voyage à Saint-Étienne, où le dernier bombardement a tué 900 personnes. L'entourage du chef de l'État craint en effet les réactions de la grande cité ouvrière. En vérité, la réception de la foule allait dépasser en ferveur celle de bien d'autres villes où, depuis plusieurs mois, une prudente bourgeoisie mesurait ses applaudissements. Il est midi. Philippe Pétain se trouve toujours à Saint-Étienne lorsque les Français qui prennent la radio d'État entendent son message. Ils ignorent que ce message a été exigé par les Allemands depuis le 23 décembre 1943 et qu'il a été enregistré le 17 mars 1944, soit près de 3 mois avant le débarquement. Aux fonctionnaires, le maréchal demande de rester à leur poste. Aux Français, il adresse des mots qui visent les maquis. Français, les armées allemandes et anglo-saxonnes sont aux prises sur notre sol. La France devient ainsi un champ de bataille. Fonctionnaires, agents des services publics, cheminots, ouvriers, demeurez fermes à vos postes pour maintenir la vie de la nation et accomplir les tâches qui vous incombent. Français, n'aggravez pas nos malheurs par des actes qui risqueraient d'appeler sur vous de tragiques représailles. Ce serait l'innocente population française qui en subirait les conséquences. N'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter notre détresse, conduiraient le pays au désastre. La France ne se sauvera qu'en observant la discipline la plus rigoureuse. Obéissez donc aux ordres du gouvernement, que chacun reste face à son droit. Sans doute les Allemands jugent-ils ce texte mou et attentiste. Ils auraient souhaité une phrase, voire un mot d'engagement. Tel qu'il est, le discours sera d'ailleurs sans effet sur une population en quête de nouvelles et soulevée d'espérance. Il n'y a à l'époque ni télévision, ni internet, ni portable, ni transistor, mais seulement des radios et des journaux soumis à la censure. Le 6 juin, les consignes allemandes sont précises. Les informations sur les opérations militaires sur les côtes françaises devront être publiées au maximum sur 2 colonnes, sous le titre « Tentative de débarquement anglo-américain sur la côte normande ». Le mot « invasion » est rigoureusement proscrit. Dans les jours qui suivront, il sera interdit de mentionner les noms des localités dans lesquelles la bataille se déroule. Il importe aux Allemands non seulement de faire croire à l'échec allié, sinon pour aujourd'hui, du moins pour demain, mais aussi de montrer que les opérations de Normandie n'ont provoqué qu'indifférence dans les grandes villes occupées.
Le 8 juin, sur Radio Paris, un Allemand raconte à sa manière le 6 juin des Parisiens. Tout Paris était d'un calme parfait. Pas la moindre trace d'énervement. Est-ce exact? Superficiellement, oui. Provisoirement, oui. Malgré ce silence et ce calme, le général von Stülpnagel ne cache pas son inquiétude devant le préfet de police Bussière et son adjoint Maurice Toesca, convoqués à 10h dans l'un des salons de la Chambre des députés. Il exige que le couvre-feu soit ramené de 23h30 à 18h. On se reverra pour en discuter dans l'après-midi. Bussière fait alors remarquer au général que la paisible population parisienne interprétera des mesures d'interdiction de la circulation comme une manifestation de crainte de l'armée allemande. Son argument l'emporte. Le couvre-feu sera même retardé jusqu'à minuit. Lorsque Bussière et Toesca regagnent la préfecture de police, ils observent que les Parisiens, depuis les terrasses des cafés où l'on ne sert que du faux café et des boissons saccarinées, contemplent silencieusement le défilé des Panthers et des Tigers chargés de jeunes équipages allemands. Ils sont habités de ce que Ernst Junger qualifiera dans une formule célèbre. Cette sérénité à base de mélancolie que fait naître l'approche de la mort. « 6 juin, 19h. Soir de bataille. En prévision du jour J, Eisenhower avait préparé 2 communiqués. L'un en cas d'échec. Notre tentative de débarquement dans la région Cherbourg-Le Havre ayant échoué, j'ai ordonné le repli des troupes. L'autre annonçant que Les forces navales alliées, soutenues par de puissantes forces aériennes, avaient commencé ce matin à débarquer des armées alliées sur la côte nord de la France. c'est ce communiqué dont la diffusion fut autorisée à partir de 9h30 le 6 juin. Le débarquement avait réussi. Oh, avec des nuances. À la fin du jour, les soldats des 1e et 29e divisions US débarqués à Omaha la Sanglante avaient progressé de 2 km seulement. Et à quel prix? Sur les 6603 tués, blessés et disparus américains du jour J, 2500 étaient tombés sur les plages d'Omaha. À Utah, par hasard et par chance, les choses avaient mieux marché. La 4e division n'avait perdu que 197 tués et les plages avaient reçu 1800 véhicules avant la nuit et 28 000 hommes immédiatement dirigés vers l'intérieur. Quant aux Anglais, discrets sur leurs pertes, on les évalue cependant entre 2500 et 3000, leurs parachutistes qui tenaient depuis 13 heures les ponts de l'Orne et le canal de Caen avaient été rejoints par des hommes venus de la mer. Ils avaient cru pouvoir s'emparer de Caen le 7 à l'aube. Ils avaient même prévu pour l'après-midi une conférence de presse de Montgomery dans la ville libérée. Trop optimistes, les Anglais. La ville ne sera prise partiellement que 32 jours plus tard. Et en quel état? Et avec combien de morts et de blessés? Faute d'obtenir 3 ou 4 camions pour évacuer une centaine de résistants enfermés dans la prison de Caen, le gestapiste Harold Haynes va décider sur ordre de faire exécuter ceux qui avaient été les agents les plus efficaces des Alliés. On ne connaîtra jamais le nombre exact. 75, 87, 92... Lorsque Rommel arrive à La Roche-Guyon, la partie se trouve largement engagée sans lui. Dans la voiture, il dit au capitaine Lang: Mon Dieu, si la 21e Panzer arrive à temps, nous pouvons encore les repousser en 3 jours. Les chars du colonel Hermann von Oppeln-Bronikowski n'ont pas pu franchir les ruines de Caen. Ils ont pris du retard en contournant la ville. Stoppés par les tirs anglais, ils ne pourront jamais s'engouffrer dans l'étroit couloir qui sépare Anglais et Canadiens. Qu'avait dit encore Rommel à Lang? Vous savez, si je commandais les forces alliées, je crois bien que je pourrais mettre fin à la guerre en 15 jours. Avec quelques autres, Rommel savait que l'emploi des divisions réservées dépendait, dans le cadre de la stratégie générale, des humeurs d'un homme, Hitler, qui n'avait certes pas manqué d'intuition au printemps de 1940, mais qui se croyait grand et seul chef de guerre. Dans la soirée du 6 juin 1944,
Hitler avait accepté de lâcher la 12e SS et la Panzerlehr. Il était déjà trop tard. Les terribles chasseurs bombardiers alliés les attendaient. Ils peuplaient le ciel, guettaient et fondaient sur tout ce qui roulait, tout ce qui bougeait. Le front de Normandie mobilise l'attention du monde. L'attention et les espoirs des Français. Préoccupation majeure de l'armée allemande, il n'est pas sa préoccupation unique. Dans un pays où les messages à la résistance lancés depuis Londres ont multiplié par 10 le nombre de maquisards, le nombre de sabotages, le nombre des embuscades, et donné à certains la folle audace d'attaquer très loin de la Normandie ces garnisons allemandes qui occupent de petites villes françaises. Yves Cazot, sous-préfet du régime de Vichy, note sur des cahiers les informations qui lui parviennent encore de province, à l'intention du préfet de la Seine. Il écrit le 9 juin. 16h, Tulle et Limoges sont aux mains des maquis. C'est faux. Les maquisards s'étaient repliés la veille et le 9 à 16h, Tulle est entre les mains des SS de la division Das Reich qui procèdent aux premières des 99 pendaisons. « 18 juillet. La lutte finale. Le 6 juin, les Anglais avaient gagné quelques kilomètres de plage. Allait suivre un long et sanglant piétinement, avec Caen pour objectif. Le 18 juillet, ils mettent le paquet, engageant plus de 1500 avions, 760 canons et les pièces des navires croisant au large. Lorsque l'offensive anglaise s'essouffle puis s'englue, les chars et les canons 88 de l'artillerie antiaérienne allemande ont détruit la moitié des 1000 chars britanniques engagés. Mais si les Alliés peuvent réparer leurs pertes, les Allemands en sont incapables. C'est la constatation faite par Rommel dans son rapport du 16 juillet. Il souligne qu'1 dixième seulement des pertes allemandes a été remplacé. Ces pertes se montent depuis le 6 juin à 100 000 morts, blessés et disparus. Il conclut : l'ennemi s'apprête à briser notre faible ligne défensive et à s'enfoncer très avant à l'intérieur de la France. Grièvement blessé le lendemain, alors qu'il revenait d'inspecter le 1er Panzerkorps SS, Rommel n'assiste pas à la défaite qu'il prévoyait et dont le général américain Patton sera l'artisan. À sa 3e armée, Patton va imposer un rythme que les contre-attaques allemandes seront impuissantes à stopper. Avranches et Pont-Tombeau sont pris, les Allemands battus à Mortain. C'est la porte ouverte à un déploiement de l'offensive américaine de grand style en direction de la Bretagne, mais aussi de la Loire, d'Argentan et de Chartres. Jusqu'au jour, le 10 août, où, sur ordre du général Bradley, commandant de la 1re armée US, Patton amorce un brusque changement de cap. Les Américains se dirigent vers la 1re armée canadienne partie de Caen et qui marche en direction de Falaise. Les deux branches de la tenaille ne réussissent pas à se refermer totalement. Le 21 août, seuls 20 000 soldats allemands peuvent s'échapper entre Train et Chambois par un étroit couloir, coincés entre les Polonais de la 1re division blindée et les Français de la 2e DB débarqués à Utah le 5 août. Ils fuient à pied, ces Allemands, car l'aviation alliée s'est acharnée sur tous les ponts. À Rouen, le pont Boieldieu a été un objectif prioritaire, mais tous les ponts de bateaux et tous les bacs ont été constamment visés. Une semaine avant la libération de Paris, l'armée allemande a perdu à Falaise la bataille de France. L'attentat manqué du 20 juillet contre Hitler a-t-il eu une influence sur le moral des combattants du front de l'Ouest ? Il ne semble pas. Mais les représailles, 5000 exécutions au sein du Reich et la disparition par suicide contraint des maréchaux Von Klug et Rommel ont certainement semé le doute sur les dernières chances du régime. Les V1, cette arme nouvelle qui apparaît le 13 juin dans le ciel de Londres, allait-il modifier le cours de la guerre ? Les Allemands l'affirmaient. Leur propagande annonçait le 27 juin la mort de 84 000 Londoniens par V1. Il y en eut en réalité 1700. Les Anglais, ne négligeant pas la menace des V1 et plus encore celle des V2, engageront à partir de la mi-juillet la moitié de leur aviation contre les sites de lancement et contre les 9 énormes bases de stockage des fusées et des stocks d'oxygène liquide situés dans le Pas-de-Calais. Impuissante à faire barrage en Normandie aux Anglo-Américains,
l'armée allemande va attaquer, disperser, détruire les grands maquis nés avant et surtout après le débarquement. Les communistes avaient raison lorsqu'ils s'élevaient contre ces importants rassemblements d'hommes mal armés. Ils les disaient tous condamnés. Ils l'ont tous été, malgré l'héroïsme de leurs défenseurs. Les Glières près d'Annecy, où périssent en mars 1944, avec Tom Morel et Maurice Angeau, leurs chefs successifs, plus de 100 maquisards. Saint-Marcel en Bretagne, malgré l'appui des 200 paras du colonel Bourgoin. Le Montmouchet en Auvergne. Le Vercors, République libre, pendant quelques semaines de juillet, dont les Allemands réduiront en cendres les villages et peupleront les cimetières de femmes et d'enfants. En 1973, André Malraux se souvenait de la fin des maquisards du plateau des Glières. Passant va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur. Nos camarades vous parlent par leur première défaite comme par leur première victoire, parce qu'ils ont été vos témoins. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du nom. Mais ce nom du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Les Alliés n'avaient pas été en mesure ni d'armer, ni de secourir ces grands maquis. En irait-il de même avec Paris soulevé depuis le 19 août ? 25 août, Paris libre. « 21 août. De Gaulle presse le général Eisenhower d'envoyer au secours de Paris soulevé la 2e DB de Leclerc. Il agit beaucoup plus en historien et en politique qu'en soldat. Soldat, il n'ignore pas que les Américains ont préparé une vaste manœuvre d'encerclement et que leur 4e division a pour premier objectif la place de la Bastille. Historien, il sait qu'en France, depuis des siècles, c'est Paris qui a décidé de tout. Politique, il ne veut recevoir sa capitale ni des Américains ni des communistes, principaux artisans d'une insurrection longue à se déclencher. Jusqu'au 16 août, en effet, Paris sans métro, presque sans électricité, sans ravitaillement, est resté calme. Un nouveau gouverneur militaire vient d'être nommé par Hitler. Il s'appelle von Choltitz. Son nom ne dit rien à personne. Le 7 août, le Führer lui a donné pour consigne de détruire Paris de fond en comble. Mais depuis la bataille de Normandie, le gouverneur militaire est convaincu de la fatalité de la défaite allemande. Et il n'entend pas immortaliser son nom comme celui du dynamiteur de Notre-Dame, de l'Arc de Triomphe, ni de la Tour Eiffel. Ces forces peu considérables sont cependant très supérieures à celles des Parisiens, que l'humanité du 15 a appelé à livrer la bataille de Paris. Du côté de la résistance, en effet, 10 000 à 15 000 hommes, mais seulement 4 mitrailleuses, 83 fusils mitrailleurs, 1800 fusils, 200 pistolets mitrailleurs. Il y a des barricades, c'est vrai. Elles se sont élevées nombreuses dans les quartiers de tradition populaire. Elles gênent ou bloquent l'évolution des blindés allemands. Mais elles ne pourraient résister à un assaut en règle. Plus solide, la préfecture de police, défendue par des centaines de flics, en grève depuis le mardi 15. L'insurrection, qui fera au total 901 morts chez les FFI et 582 parmi les passants et les curieux, devrait avoir un chef. Elle en a plusieurs. En compétition, en désaccord sur la bataille à mener ou à ne pas mener. Au sein du Conseil national de la résistance, les communistes réclament une intensification des combats, cependant que les gaullistes sont favorables à une temporisation qui donnerait à Leclerc et à sa 2e DB les lauriers de la victoire. Aussi, entre le 19 où ont été tirés les premiers coups de feu
Et le 24, lorsqu'à 21h, avec ses quelques chars, le capitaine Drone arrive devant Notre-Dame, les journées ont-elles été partagées entre combats et trêves. Combats voulus et entretenus par les communistes. Trêve souhaitée par les hommes de Gaulle, négociée par Nordling, actif consul général de Suède, et acceptée par von Choltitz. Dans la matinée du 25, Leclerc et les 3 groupements de sa division, Bilotte, Langlade, Diot, entrent dans Paris, où De Gaulle arrive à 16h. On se bat toujours. La 2e DB perdra 76 morts et 200 blessés les 24 et 25. Mais von Choltitz s'est rendu à Leclerc et à Rolles-Tanguy. Fidèle à lui-même, le pouvoir ne se partage pas, De Gaulle s'irrite de voir sur l'acte de reddition la signature d'un chef communiste à côté de celle de Leclerc. Fidèle à lui-même, il se rend au centre, ce ministère de la guerre qu'il avait quitté le 10 juin 1940, pour y apprendre que la première armée française commandée par Delattre et débarquée en Provence le 15 août, achève de libérer Toulon et Marseille. Il est fidèle à lui-même le 25 au soir également. À l'hôtel de ville, Bidault, président du Conseil national de la Résistance, lui demande de proclamer la République. De Gaulle refuse. Il considère que depuis le 17 juin 1940, la République, en sa personne de sous-secrétaire de l'État du gouvernement Reynaud, le dernier de la Troisième République, a continué. C'est ce soir-là que De Gaulle prononce sa fameuse allocution. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. De Gaulle ne voulait recevoir l'investiture que des foules, et qu'elle la lui donne directement. C'est fait le 26 août, lors de cette extraordinaire descente des Champs-Élysées, qui, dans les mémoires de guerre, donnera naissance à une page digne du plus grand Chateaubriand et du plus éloquent Péguy. C'est le sacre, par des millions de Parisiens, du solitaire du 18 juin. Sur la place de la Concorde qui plie sous le poids de la foule, le général est remonté en voiture. Et qu'il s'engage dans la rue de Rivoli, où flottaient hier encore les étendards à 3 gamets. À l'hôtel de ville qui fut le premier centre de la libération, le général de Gaulle salue Paris et le remercie. Les acclamations redoublent. La joie déferle de rue en rue, partout, et vient éclater sur cette grande place au cœur de Paris, au cœur de la France, la place de la République. C'est surtout la justification de ces incroyables discours, dans lesquels, au creux de la plus terrible défaite de la France, il annonçait que viendraient, et comment ils viendraient, les jours de victoire. Merci d'avoir écouté ce volet des sagas du Figaro Histoire consacré au débarquement. Cet épisode a été adapté d'après un texte d'Henri Amouroux pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon, avec les voix du comédien Simon Volodine et de Louis Chabin. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Le jour le plus long est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.